Salut tout le monde, aujourd'hui on continue notre série sur le business de la Formule 1 et on s'attaque à un court épisode sur la bataille entre la FISA et la FOCA. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série, je vous conseille fortement de la voir avant de continuer celle-ci. Je voulais passer directement aux accords Concorde, mais comme ces accords sont directement issus de cette bataille, je me suis dit que ce serait pas mal de la passer en revue. Surtout qu'il y a quelques petites anecdotes. Plaçons donc un peu le contexte. Nous sommes à la fin des années 70, on se remet de la magnifique lutte entre Niki Lauda et James Hunt. James Hunt remporte le championnat en 1977, alors qu'au même moment, Renault vient engager la première F1 à moteur turbo. Réglementairement parlant, le moteur turbo est légal depuis 1966, mais c'est une technologie nouvelle et difficile à maîtriser à cette époque pour la compétition. D'ailleurs, Renault a déjà utilisé le turbo, mais sur les moteurs d'avion. Les ingénieurs de la Formule 1 ne s'étaient pas penchés dessus pour la simple et bonne raison qu'il faille utiliser une cylindrée 2 fois inférieure à la normale. Comprenez entre autres que la réflexion à l'époque c'est « moi j'ai un V8 avec des gros cylindres, toi tu as un V6 avec des petits cylindres, donc niveau puissance et rendement, turbo, pas turbo, tu prends cher ». Là encore je simplifie grandement parce que c'est un petit peu plus complexe. Bref, nous Français on est un peu bornés et les Britanniques se foutaient ouvertement de notre gueule sur les circuits, comme les moteurs turbo cassaient très souvent au début et laissaient s'échapper de la fumée, ils appelaient les Renault les Yellow Teapot, les théières jaunes. Et dire qu'ils nous appelaient la théière jaune. Too passion. Et à cette époque, tout le monde utilise pratiquement le même moteur, à savoir un V8 Ford Cosworth de 3 litres, sauf évidemment Ferrari, Alfa Romeo et Matra qui sont sur un V12 de même cylindrée. Développer un moteur turbo, ça coûte cher, et même très cher. Et si on se foutait de la tronche de Renault, la victoire du premier moteur turbo en 1979 va commencer à fermer quelques bouches. C'est clairement l'avenir, et les petites écuries qui se contentent de faire un bon châssis et d'y greffer un V8 bon marché commencent à avoir quelques petites sueurs. Et on parle de McLaren, Williams, Tyrrell ou encore Lotus, etc., etc. Lotus, justement, qui en 1978 sort le concept des voitures à effet de sol. Là aussi, je vais pas faire un cours d'aérodynamisme, comprenez juste que grosso modo, le dessous de la voiture est incurvé comme une aile d'avion inversée. C'est destiné à accélérer le flux d'air sous la voiture qui a pour effet de la plaquer au sol. Pour bien faire le travail, on enferme cet air par des jupes latérales sur la carrosserie de la voiture et qui descendent jusqu'au sol. En fait, c'est comme si le dessous de la voiture était un aileron géant. Et on en reparlera dans une vidéo dédiée vu que ça risque de revenir pour 2021. Et c'est justement ce genre de voiture qui va déclencher cette fameuse bataille entre la FISA et la FOCA. La Commission sportive internationale, la branche sportive de la FIA, veut interdire les voitures à effet de sol du fait de leur performance bien trop importante par rapport à la sécurité présente sur les circuits. Qu'ils aillent vite, ok, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de Tech Pro, pas de pneus, pas de grillage, bref, si tu te sors, tu te tues vu les vitesses que tu prends en virage. La FOCA dit non et la CSI cède assez vite et la FIA passe pour des idiots. On élit donc Jean-Marie Balestre qui va reprendre la CSI et la transformer en Fédération internationale du sport automobile, et là ça va partir en sucette. Vous avez deux clans qui se forment chez les écuries, les assembleurs, les équipes de la FOCA donc, McLaren, Williams, etc. et puis les légalistes, ceux qui sont plus du côté de la FISA et qui ne font pas partie de la FOCA, à savoir Ferrari, Renault et Alfa Romeo entre autres. Balestre a pour mission de récupérer le pouvoir en Formule 1 et pour l'instant le score est de 1-0 en faveur de la FOCA qui a fait garder les voitures à effet de sol et leur jupe latérale. La FOCA dans son bon mood de conquérant avec Bernie Ecclestone veut même faire interdire les moteurs turbo, bah oui ça coûte super cher et aucune écurie assembleur ne peut payer un tel développement sur le moteur. Puis bon, pratiquement tout le monde utilise le même moteur, donc bon, Balestre dit non, bien évidemment, et égalise au score face à la FOCA, et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La FISA ressort donc le dossier des fameuses jupes latérales et inscrit son interdiction dans le règlement pour la saison 1981 de Formule 1. On part sur un petit 2-1, mais Balestre envoie tout de suite une giga sauce en voulant interdire tout accord entre un organisateur de Grand Prix et une écurie ou son représentant. Bon, grosso modo, c'est en mode je récupère tout ce que tonton Bernie a fait avec la FOCA. Là, on parle du beurre, de l'argent du beurre, de la crèmerie et même de la laitière. Pas juste le pognon, tout.
Là, on part sur un coup du chapeau pour la FISA et la FOCA réagit presque comme un Français le ferait d'ailleurs, en faisant un boycott. Bon ouais, c'est pas une grève, mais c'est la même idée. Tous les pilotes de la FOCA, de la Formula One Constructor Association, boycottent le briefing des pilotes sur un Grand Prix. Balestre leur met une amende à chacun et hop, ils refont un boycott de briefing sur un deuxième Grand Prix. Cette fois-ci, Balestre menace de retirer leur licence de pilote. Bon, c'est qu'une menace, sinon on se retrouve avec un Indianapolis 2005. Sauf qu'à un moment donné, Ferrari, Renault et Alfa, eux aussi, se mettent à boycotter le Grand Prix si jamais Balestre ne met pas en action ces menaces. À ce moment de la bataille, on est donc au Grand Prix d'Espagne 1980. Et comme Balestre ne met pas ses menaces à exécution, les légalistes, donc Ferrari, Alfa et Renault, quittent le circuit avec la FIA avant la course. La course a lieu qu'avec les équipes de la Formula One Constructor Association, mais ce Grand Prix ne comptera pas pour le championnat du monde de Formule 1. Y a pas faute, ça joue toujours. Du coup, on se retrouve début 1981. La FOCA va tenter une belle attaque puisqu'elle va créer sa propre fédération de sport automobile pour créer son propre championnat de Formule 1. Elle organise donc son premier Grand Prix en février 1981 en Afrique du Sud sur le circuit de Kyalami. Évidemment, pas de Ferrari, de Renault, etc. On fait ça entre amis assembleurs. Puis, c'est le flop total. Oui, le flop total. La presse ne s'est pas déplacée. Est-ce que Balestre a passé les bons coups de fil aux bonnes personnes? Je ne sais pas. Mais si tu n'as pas de couverture médiatique, tu n'existes pas. Et à cette époque, pas de Twitter, pas de Insta, et même la télé, c'est pas encore ça. Si ta catégorie n'a pas de visibilité, il y a peu de chances qu'un sponsor veuille bien te filer du pognon, vu que son logo ne sera pas vu. Finalement, ce Grand Prix, c'était une démonstration de force de la part de Bernie Ecclestone pour montrer que la Formula One Constructor Association, ça pesait dans le game. Ce qui d'un côté est plutôt vrai puisque 19 pilotes ont pris le départ, il a donc une grille entière sous ses ordres contrairement à la FISA. Quelques jours après, fin du temps additionnel et fin du match, Balestre et Ecclestone s'assoient autour d'une table pour enfin conclure un accord sur qui fait quoi, qui reçoit quoi comme thune et comment la F1 s'organise. Et ces accords, c'est les accords Concorde. On verra tout cela dans une prochaine vidéo dédiée au business de la Formule 1. Ciao ciao. Democratic vote. Only the driver. By hand. I don't know why it goes. Democratic vote. Only the driver. By hand. I don't know why it goes.